Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Christian Lechervy, bonjour. Nous nous retrouvons pour un nouvel entretien consacré à la Birmanie. Je rappelle que tu as donc été ambassadeur de France en Birmanie à Rangoon de 2018 à 2023. Donc voilà, nous voulons faire un point ensemble sur la situation en Birmanie qui a considérablement évolué ces derniers mois, depuis notre dernier entretien avant l'été, je crois. La Tatmadaw, l'armée de la junte militaire au pouvoir, a subi récemment dans différentes régions en Birmanie de considérables échecs militaires face aux groupes ethniques armés. Alors, ces différents échecs, peux-tu nous en parler déjà pour dresser un peu une situation politico-militaire, et est-ce que ces multiples échecs peuvent avoir des conséquences militaires et politiques conséquentes sur le régime militaire en place? Bon, ces échecs, ils sont particulièrement visibles depuis le lancement de l'opération dite 10-27, c'est-à-dire le 27 octobre 2023. À cette date, l'Alliance pour la fraternité, les trois fraternités, a mené des opérations militaires dans le nord de l'État Shan. C'est une coalition de trois groupes ethniques armés. Mais cette offensive n'a pas seulement été circonscrite au nord de l'État Shan, elle s'est rapidement étendue à d'autres régions du pays, menées par d'autres groupes ethniques armés et par les forces qui ont fait leur apparition depuis le coup d'État. Ce qui a été perceptible, d'abord, c'est le peu de combativité des troupes de la Tatmadaw mises sous pression. En conséquence, à peu près 250 points de casernement de l'armée de plus ou moins grande de taille ont rendu les armes ou ont été tout simplement saisis faute de combattants. Non seulement on assiste à une faible combativité des troupes de la Tatmadaw, de la junte, mais aussi à des échecs des contre-offensives qui ont pu être lancées. À partir des grandes villes, les renforts qui auraient dû être acheminés sur les théâtres d'opération n'ont pas réussi à y parvenir, le plus souvent du fait du harcèlement par les groupes de guérilla. Alors c'est vrai dans l'est, nord-est du pays, mais aussi au sud-est, au centre et à l'ouest du pays. Donc les soldats qui sont assaillis par les groupes ethniques armés ou les PDF sont en réalité sans renfort, à ceci près qu'il y a évidemment des appuis-feux venant d'opérations aériennes ou de tirs à longue portée de l'artillerie. Mais ce n'est pas suffisant pour changer l'ordre de bataille. Donc l'armée s'est montrée incapable de lancer la contre-offensive que là pourtant elle-même annoncée par la voix de son commandant en chef de l'armée. Le troisième échec, c'est la perte non seulement de zones de contrôle, mais aussi d'un volume relativement important d'armement. Or, on sait qu'une des faiblesses des oppositions armées, c'est sa puissance de feu. Et donc là, les forces d'opposition ont récupéré des armes, des munitions, parfois des pièces d'artillerie, voire dans certains lieux des véhicules blindés. Alors ça donne évidemment un élan au mouvement, ça galvanise les forces. Mais la faiblesse aussi, elle apparaît dans l'incapacité du régime à générer des troupes fraîches. Il y a grande difficulté à recruter, ça c'est quelque chose que l'on connaissait déjà depuis quelques années, mais qui semble s'accentuer. Et certaines mesures qui ont été prises pour recomposer des unités, notamment en amnistiant des soldats qui avaient pu commettre, je dirais, des errements, ou tout au moins avaient déjà fui leurs unités, ou n'étaient pas entrés en temps et en heure. Cette amnistie a porté à peu près sur 300 soldats, et plus des 2/3 ont refusé de réintégrer les unités combattantes. Donc là, on voit bien que il y a une faiblesse de combativité, une faiblesse des moyens et une faiblesse du renouvellement. Alors ça prend une ampleur
compte tenu des combats aux 4 coins du pays. Ça prend aussi une ampleur parce que dans la région du Kokang, donc cette région aux confins nord-est du pays, c'est là où le commandant en chef de l'armée avait au fond gagné ses galons du numéro 1 des forces armées. Et donc l'échec militaire auquel il doit faire face aujourd'hui est quand même très très loin des succès qu'il a pu remporter il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Le dernier point d'échec, il est dans la perte de contrôle des points frontaliers. Non seulement avec la Chine, avec les revenus que cela peut générer, mais aussi le long des frontières du Bangladesh et de l'Inde, ce qui veut dire évidemment des relations plus compliquées avec les voisins immédiats, mais on pourrait faire aussi ce constat le long de la frontière thaïlandaise. Donc le régime se replie sur le pays entre guillemets utile, c'est-à-dire les régions du centre et du delta, et perd progressivement le contrôle des territoires qui sont périphériques, mais qui ne le sont pas d'un point de vue économique et des ressources qu'ils recèlent et pouvaient générer des revenus relativement importants pour le régime militaire en place depuis février 2021. Et du coup, ce repli-là que tu évoques sur pour reprendre tes termes, le pays utile, ça va avoir des incidences politiques. Il pourrait y avoir une traduction politique de ce repli de ces échecs militaires. Ou En tout cas, il y a une perte de face du commandant en chef de l'armée vis-à-vis même de ses forces. D'ailleurs, il a pris soin depuis quelques semaines maintenant d'aller au contact des soldats blessés, d'aller au contact des familles. C'est un peu une première, une certaine publicité d'ailleurs est faite à ces échanges. Bien évidemment, les groupes ethniques armés ou les oppositions qui sont évoqués à ces occasions sont présentés comme étant les bras armés de pays étrangers, sans que ceci ne soit explicitement cité. Mais cet effort, je veux dire, à proximité des troupes du commandant en chef, est complété par une attitude à peu près similaire du numéro 2 du régime militaire, le général Sowin. Donc on voit bien qu'il y a une perte de face du commandement en chef. Est-ce qu'il peut y avoir une traduction politique à l'intérêt des forces armées? Pour l'instant, on n'en a pas de signaux précis, mais c'est une hypothèse que l'on peut émettre. La deuxième perte de face, c'est que la carte, alors évidemment, la Birmanie est un grand pays, dans une superficie assez comparable à celle de la France, mais on voit bien que les combats se rapprochent des très grandes villes, et à commencer par la capitale. Alors, on n'est probablement pas encore à la veille d'une prise de contrôle de cet espace capital, mais on voit bien qu'on s'en rapproche du côté de Mandalay, du côté de Naypyidaw, et à nouveau, des violences se sont fait jour dans les grandes villes, en particulier à Rangoon, avec des attaques sur des cibles à caractère militaire, alors que ces derniers mois, elles avaient eu plutôt tendance à diminuer. Et donc, cette situation, elle a un impact, je dirais, sur probablement l'état d'esprit et même la combativité des troupes. Elle a un impact sur la société. J'ai bien évoqué tout à l'heure que ça galvanisait dans une certaine mesure l'opposition, mais ça tend aussi les relations avec les États voisins, en particulier avec la République populaire de Chine, et ça pose des problèmes de nature économique. Et là, on le voit dans des données macroéconomiques. La production industrielle continue de décliner pour le 6e mois consécutif, et on voit bien que les combats n'incitent pas les opérateurs à se montrer non seulement optimistes, mais aussi à investir, parce que les coûts de transport augmentent, l'incertitude sur l'acquisition des matières premières augmente, et l'accès à l'énergie est devenu à nouveau un problème, y compris dans les grandes villes. Donc ça a un impact militaire, ça a un impact psychologique, ça a un impact économique. Est-ce que ça peut avoir un impact politique? Je crois que ça en a au moins un sur la communauté internationale, parce que l'on perçoit évidemment un régime militaire beaucoup plus fragile
qu'il ne laissait peut-être paraître ces derniers mois. Alors, tu évoques la fin de la communauté internationale. Justement, parlons-en. Alors, tout d'abord d'un pays proche que tu as rapidement évoqué et un des principaux alliés, si ce n'est le principal allié de la junte, la Chine. Comment évoluent et peuvent évoluer les relations entre les deux pays avec dans ce contexte d'échec militaire et ce contexte économique, enfin tout ce que tu viens d'évoquer? Bon, tout d'abord, pour la Chine comme pour l'Inde ou la Thaïlande, les combats dont on parle ont des effets sur leur propre territoire. Ils ont des effets d'abord par la fermeture de la frontière, des échanges commerciaux, dans des approvisionnements qui peuvent être pour certains stratégiques. Je pense aux terres rares pour ce qui concerne le nord de la Birmanie. Ces combats ont aussi un effet migratoire. Plusieurs milliers de personnes déplacées ont trouvé refuge en Chine. On évoque plus de 5000. C'est aussi quelques milliers qui ont franchi les frontières du Manipur et du Mizoram du côté indien. Il y a un troisième phénomène, c'est que il y a une criminalisation sur les axes de communication vers ces pays. Alors pour ce qui concerne la Chine, il y a une problématique quand même très particulière. C'est que l'opération dite 10-27, conduite par l'opposition de l'Alliance des trois fraternités, a été aussi une opération pour officiellement lutter contre la criminalité organisée installée le long de la frontière chinoise qui, depuis quelques années, a installé des centres d'escroquerie en ligne. Alors, ces centres d'escroquerie en ligne sont liés à des gangs, voire à des groupes mafieux birmano-chinois. C'est une industrie, je dirais, conséquente. Les Nations Unies avaient estimé dans un rapport il y a quelques semaines que c'était de l'ordre de 120 000 emplois. Donc, on voit bien qu'on est quand même sur une industrie avec des ressources humaines conséquentes. Pas seulement d'ailleurs des deux pays, Chine et Birmanie, mais aussi des travailleurs venant de l'extérieur, du Vietnam, d'autres pays d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine, d'Afrique, souvent d'ailleurs attirés par des offres alléchantes qui se transforment souvent par des mesures plus coercitives sur site. Et donc, les groupes ethniques armés ont décidé d'apporter leur soutien à une préoccupation chinoise, ont réussi par leurs offensives à prendre le contrôle de certains de ces centres d'escroquerie en ligne et de remettre plusieurs dizaines de milliers de personnes impliquées dans ces trafics aux autorités chinoises. Donc il y a une dimension de politique intérieure et de politique étrangère qui se mélange ici avec des préoccupations évidemment de nature aussi humanitaire parce que les combats qui se sont esquissés depuis la fin du mois d'octobre ont engendré à peu près un déplacement de l'ordre de 600 000 personnes. Donc on voit bien qu'on est sur des volumes tout à fait conséquents qui viennent s'ajouter aux 2 millions de personnes déjà déplacées depuis le début du coup d'État en février 2021. Merci Christian. Pour rester sur un peu les acteurs de la communauté internationale, si l'évolution actuelle est, enfin là c'est faire un peu de la prospective et politique fiction, mais ont-elles évolué, peuvent-elles évoluer, je pense, des positions de l'ASEAN d'abord, mais aussi des États-Unis, de l'Union européenne. D'ailleurs, par rapport à l'Union européenne, la politique de sanctions est toujours en cours. Oui, de nouvelles sanctions contre des individus et des entités ont été prises lors du dernier Conseil européen. Les Américains et les Britanniques ont pris d'autres mesures particulièrement liées aux violences les plus récentes. Je crois que la plupart des États de la région cherchent à s'entremettre d'une manière ou d'une autre. Les pays de l'ASEAN restent évidemment attachés à la mise en œuvre des 5 points de consensus qui ont été établis en avril 2021. On est dans une période de césure. Depuis le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement, l'Indonésie est en train de passer progressivement la main à une nouvelle présidence qui sera celle du Laos à partir du 1er janvier 2024.
On verra si le gouvernement laotien désigne un envoyé spécial de la présidence, fait fonctionner un office de l'envoyé spécial, comme cela a été le cas par Jakarta ces derniers mois. Les autorités chinoises, elles aussi, cherchent à s'entremettre d'une manière ou d'une autre. Ces dernières semaines, elles ont essayé de rétablir le contact avec les groupes qui se sont soulevés, disons, un peu massivement depuis la fin du mois d'octobre. Un accord de cessez-le-feu, dit-on, aurait été esquissé il y a quelques jours à Kunming. La Chine poursuit aussi ses efforts d'intermédiation pour faciliter le retour de quelques familles de Rohingyas avec le Bangladesh et les autorités de Naypyidaw et d'autres acteurs internationaux par les contacts qu'ils établissent cherchent aussi à créer les conditions qui pourront peut-être permettre un jour une désescalade, voire une sortie de crise. Donc, on peut pas dire que la Birmanie est abandonnée à son sort, même si la situation continue de se dégrader d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue politique, d'un point de vue sécuritaire. Il y a des démarches diplomatiques qui peuvent, pour être certaines, extrêmement intéressées, mais pour l'instant, il n'y a pas de velléité du côté de la junte à entrer dans une négociation crédible, a fortiori dans un dialogue que l'on souhaite le plus inclusif possible et permettant de s'attacher aux causes profondes de la guerre civile qui sévit non seulement depuis le coup d'État, mais plus encore depuis des décennies. Donc il n'y a pas d'impasse diplomatique à proprement parler. Il y a des efforts qui sont pas forcément tous concordants, mais il y a une préoccupation commune face à une situation qui ne s'améliore pas pour le moins qu'on puisse dire. Pour finir, Christian, peut-être évoquer la figure iconique, même si cette figure un peu pâlie, mais de Aung San Suu Kyi, où en est son sort aujourd'hui à Rangoon? C'est une très bonne question. Les procédures d'appel sont en cours. Il semble que des décisions ont été prises et que les recours aient été rejetés. Donc, les peines dont elle a été l'objet sont aujourd'hui mises en œuvre. Elle est incarcérée à la prison de Naypyidaw. Elle est incommunicado. Sa famille et son fils cadet a cherché à pouvoir la rencontrer, l'a dit explicitement et publiquement. Aujourd'hui, c'est un décideur qui ne rencontre aucune personnalité extérieure, qu'elle soit de nature diplomatique, même s'il y a eu il y a quelques mois un contact avec le vice-premier ministre thaïlandais Don, mais peu de contact ou aucun contact avec ses défenseurs et aucun contact avec sa famille. Pour autant, on voit bien qu'une solution politique ne peut se faire qu'avec elle. Elle dispose d'une légitimité politique particulière. Elle a une aura, elle a une histoire, en particulier sur le non-recours à la violence pour sortir de la crise. Mais une fois encore, la junte n'exprime pas aujourd'hui de volonté d'entrer dans un dialogue constructif avec qui que ce soit pour trouver une issue à un drame qui produit chaque jour un peu plus de victimes. Très bien, merci Christian nous avoir fourni tous ces éléments. Je pense de toute façon on peut envisager de réaliser un nouvel entretien au mois de février pour commémorer les 2 ans du coup d'État de février 2022 et voir si la situation a évolué d'ici là. Ce sera même le troisième anniversaire Oui. du coup d'État. On sera évidemment dans une présidence laotienne de l'ASEAN, avec des évolutions qui viennent d'intervenir dans plusieurs pays de la région, qui vont intervenir au début de l'année dans la région, des élections générales et présidentielles en Indonésie, un nouveau gouvernement cambodgien et thaïlandais, autant d'acteurs qui sont absolument incontournables pour une sortie de crise avec le soutien de la région. Merci beaucoup Christian. Merci.